Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes lundi 8 mai 2017, le premier numéro donc de la semaine. Les Français ont élu hier leur nouveau président. Il s'appelle Emmanuel Macron, le plus jeune chef d'État dans l'histoire du pays depuis Napoléon à 39 ans. Le candidat du mouvement En Marche l'a emporté devant son challenger Marine Le Pen avec 65,5% de voix contre 34,5%. Quels enseignements donc la classe politique tire de cette brillante élection de celui qui n'avait aucune famille politique ni de base politique et celui donc qui a remis en question le fonctionnement traditionnel de la classe politique française. Tout à l'heure, plusieurs interventions sur ce sujet. On va commencer par Amadou Damaro Camara, il est le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Ali Ouba, directeur de la communication du bloc libéral Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement. Baouri, vice-président ou vice-président exclu de l'UFDG. Alpha Bouakarba, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, et Dr Chantal Cole, communicante et PDG du groupe SGI Média. Comme invité ici dans ce studio sur ce plateau, c'est bien Mambi Magasuba, il est auteur de l'œuvre intitulée Sadakal du Malinké qui signifie les sacrifices avec lui. Il sera donc question de son ouvrage déjà édité, ses projets dans l'écriture et comment il réussit à concilier l'écriture à d'autres activités. Tout cela va être débattu avec l'invité ici dans ce studio sur ce plateau, Monsieur Magasuba. Bonjour. Bonjour. Quand on dit Magasuba dans le mandingue, c'est les sorciers, hein? Effectivement. Voilà. On assume. Voilà. Davda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Kondé, bonjour à Monsieur Magasuba, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde côté radio est assurée par Aboubacar Ami Bangoura, assisté des cabinets Sano Yam Sassila. La réalisation côté État TV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Babla Keita et Mori Oumou Kamara. Ici, micro-présentation Aboubacar Kondé, Daouda Mohamed Kamara. On va aborder d'abord ce tragique accident de la circulation survenu le samedi dernier dans la préfecture de Dubreka, précisément au niveau de Yorkogia. On nous parle de 23 morts, 23 victimes. Le bilan, il est plus que lourd. Puisqu'il est en ligne, notre spécialiste maison des questions routières, nous allons directement partir sur le terrain. Je vais nommer Balamoussa Konaté. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Balamoussa Konaté, bonjour. Bonjour Monsieur Kamara, Monsieur Kondé et tout le monde. Vous êtes loin de Conakry, vous suivez de très près les activités de la circulation à Conakry comme à l'intérieur du pays. Vous êtes du côté de Kamsar, vous avez aussi suivi cet accident tragique survenu du côté de Dubreka. D'abord, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet accident, mais aussi avec les victimes? Je vous remercie. Je dois vous dire avant tout que je ne suis pas à l'aise d'intervenir à chaque fois qu'il y a accident, parce que j'aurais préféré intervenir en prévention pour que des cas malheureux comme ça n'arrivent pas. Mais malheureusement, c'est arrivé. On peut toujours tirer des leçons pour éviter des cas similaires, mais malheureusement, c'est la redondance. Donc, l'accident qui s'est produit, comme M. Kondé venait de le dire, et c'est sur la route de Dubreka, Bofa, quelque chose comme ça. Et il y avait deux véhicules en conflit. Il y avait un camion, comme toujours nous avons le cas, rempli de sable en provenance de Tanene, toujours en surcharge de poids. Et il y avait l'autre véhicule aussi, minibus en provenance de Conakry pour Fria,
pour des raisons de mariage, et qui était en surcharge, près de 50 personnes à bord d'un minibus qui devrait peut-être prendre 25. Donc, les signes déjà annonciateurs de l'accident étaient déjà visibles, et c'est toujours comme ça, beaucoup de nos véhicules roulent avec des signes patents d'accidentalité. Nous sommes surpris maintenant de dire que l'accident est arrivé. Donc, nous sommes franchement en éternel danger quand nous voyons l'état de nos véhicules, l'état de nos routes, et même surtout l'état même mental des conducteurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les deux véhicules se sont rencontrés. C'est donc un accident de collision, et le minibus était en mauvais état de dépassement. Et comme ça, pourquoi? Parce que il y a ce cas-là constamment, mais le cas précis, c'est que l'une des causes des accidents aussi, c'est dans l'ambiance festive. Lorsque l'esprit est relâché, vous n'êtes pas concentré sur la circulation. Et déjà, nos routes ne parlent pas, ce qui devrait par contre augmenter le degré de concentration en principe de nos conducteurs. Mais malheureusement, l'esprit festif a dominé. Il est parti malheureusement. L'esprit festif l'a dominé. Il faut rappeler que Daouda Mohamed Kamara, ce tragique accident de la circulation a affligé toute la nation. Grande mobilisation de la part non seulement des autorités, mais également de la classe politique. Hier, du côté de Forécaria, il y avait la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. On notait également celle du chef de file de l'opposition qui devrait rallier Conakry hier, qui a décidé d'annuler toute réception grandiose et qui a préféré d'ailleurs bifurquer le chemin pour aller directement au chevet des victimes, des parents des victimes de ce tragique accident. 23 morts, plusieurs blessés, c'est vraiment sérieux. Et ce qui rend encore plus sérieux à Bakar Condé cet accident autour de ces victimes, c'est que les victimes sont quasiment toutes de la même famille. Parce que ce sont les éléments de la même famille qui étaient regroupés dans ce véhicule. On se pose la question si une famille n'a pas été décimée. Et hier, par exemple, moi j'écoutais une dame qui nous disait que dans sa famille, parce qu'elle est proche elle aussi de cette grande famille, dans sa famille déjà il y a eu 6 morts qui ont été enregistrés de ce côté. Comme pour dire que le plus souvent on rentre le plus souvent dans le fatalisme pour dire que l'accident quand ça doit arriver, ça arrivera, mais il y a des descriptions quand même des faits qui peuvent nous amener à parfois éviter les drames. Il a expliqué tout à l'heure l'esprit festif aujourd'hui, et quand on est dans de telles ambiances, il faut savoir qu'à Bakar Condé, le plus souvent vous voyez même les passagers à l'intérieur du véhicule qui ça danse à cri, on partait pour un mariage, ça danse à cri. Il est revenu, Balamoussa Konaté, il parlait de l'esprit festif. Allez-y, Balamoussa Konaté. Donc la cause principale, en tout cas la cause particulière de cet accident, c'est lié à l'esprit festif. Autrement dit, l'état très accéléré d'émotion, l'émotion positive parce que c'est la joie. Et le conducteur aussi a été emporté par l'ambiance qui régnait chez les passagers. C'est pourquoi les passagers eux-mêmes, parce que ce qui est arrivé, on dit que c'est lui qui conduisait. Mais les victimes, ce sont ceux-là même qui faisaient l'ambiance dans le véhicule. Comment ils peuvent accepter de se mettre en surcharge dans le véhicule? Ça, c'est déjà, les passagers sont des causes aussi. Parce qu'il ne faut pas toujours accuser les conducteurs, les passagers aussi. Ils ne doivent pas encourager tout ce qui est danger. C'est eux-mêmes les victimes, mais vraiment, il faudrait éviter qu'il y ait toujours des deuils dans nos familles. Alors la cause principale ici, c'est l'émotion positive, mais malheureusement, qui est en relâchement avec les principes de concentration sur la route. Monsieur Balamoussa Konaté, merci d'être passé dans cette émission. Certainement, on va vous reprendre de long en large pour revenir sur ces grands conseils à l'endroit des usagers, mais également des passagers à bord des différents véhicules. En tout cas, la route endeuille beaucoup de familles dans notre pays. Merci encore une fois pour cette intervention, cette contribution. Merci. Est-ce que le conducteur n'était pas un camarade? À vérifier. Merci de cette attaque. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons ouvrir le volet politique avec l'élection en France d'un nouveau président. Il s'agit de Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président dans l'histoire du pays. Nous allons commencer par Amadou Damaro Camara. Il est le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Quelle analyse, quelle lecture Damaro fait
de cette brillante élection de Emmanuel Macron qui vient remettre en question le fonctionnement traditionnel des partis politiques pour une ascension à la souveraineté et à la fonction suprême du pays. D'abord, on revient sur cet accident de la circulation. Oui, je le disais, cet esprit, ce caractère aujourd'hui de festif qui fait créer beaucoup d'accidents, oui. Parce que le plus souvent, quand vous êtes dans de tels déplacements, vous entendez les passagers ou les passagères dire Issa filma, ça crie, ça danse, ouais. Alors que si le chauffeur il n'est pas très concentré, il n'a pas la conscience qu'il a entre les deux épaules, la tête entre les épaules pour dire que j'ai un monde dans le véhicule et j'ai la responsabilité d'assurer leur sécurité, de les maintenir en vie jusqu'à destination. Dès qu'ils se mêlent de cette ambiance, c'est ce qui fait intervenir le plus souvent les accidents. Et c'est le drame. Et c'est le drame qui se fait comme le cas le samedi. L'accident, c'est vrai, on ne peut pas l'éviter, ça peut arriver. La mort non plus. Mais la manière, oui. Ça, je crois, on peut l'éviter. Oui. Lorsque l'accident doit intervenir, que l'accident nous trouve dans les prédispositions d'éviter l'accident, je crois que ça peut nous éviter le nombre élevé de victimes. Mais lorsque nous-mêmes nous sommes mêlés à cette ambiance, nous ne contrôlons plus ce que nous devons faire, nous ne contrôlons plus notre conscience, ça devient compliqué. Et ceux qui sont dans le véhicule, surtout un groupe de femmes qui est décidé à aller à un mariage, à une ambiance, elles oublie carrément le danger qu'elle peut courir en ce moment précis de déplacement, ouais. Et elle a plutôt hâte de se retrouver au lieu précis de l'ambiance pour faire son ambiance. Et il revient à mon sens, il revient à ce chauffeur de savoir, d'abord de savoir qu'il a cette responsabilité, mais aussi de ne pas écouter les danses et se concentrer seulement sur la route et savoir qu'il a à conduire son propre véhicule, le véhicule qui vient devant, celui qui vient derrière, et même ceux qui peuvent être de gauche à droite. Mais dès qu'il perd cette connaissance, dès qu'il perd ce contrôle, cette responsabilité, ça conduit directement aux accidents. L'humeur des uns et des autres n'arrive pas à changer fondamentalement. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Abakar, comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui le sentiment de voir le monde s'affranchir des considérations ou des courants politiques traditionnels pour voir désormais en face l'évolution du monde? Je crois qu'au-delà des dogmes, c'est le pragmatisme aujourd'hui qui doit faire recette. C'est ce que nous devons faire ensemble. Et l'idéologie perd de son importance de plus en plus. Avec la globalisation, il n'y a plus d'économie tout à fait socialiste, il n'y a plus d'économie tout à fait capitaliste, il y a que tous les systèmes doivent tenir compte de l'existence des autres. Donc le pragmatisme, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est ce qui doit beaucoup plus l'emporter sur des positions dogmatiques. Et l'autre aspect, avec cette élection d'Emmanuel Macron, quelqu'un qui n'avait aucune base politique, vous l'avez dit, c'est le pragmatisme. Est-ce que le continent africain, la Guinée spécialement, pourrait s'inspirer de cet exemple, pourquoi pas en 2020? Bien, mais écoutez, la France c'est pas la Guinée c'est pas la France. Oui, mais souvent c'est ce qu'on dit. On s'inspire des bons exemples quand même. Oui, mais ça c'est un bon exemple, je dois l'avouer. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. À 39 ans, on n'a pas traîné sa bosse partout, mais quand il y a un État fort, un État bien structuré, il peut trouver les bonnes personnes pour s'entourer et faire le travail selon sa vision de la chose. Et il est moins lié aussi à un partenariat, politique qui aurait duré dans le temps. Ça lui donne des coups de France encore. D'accord. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, vous êtes d'ailleurs l'invité le mercredi prochain ici dans ce studio sur ce plateau pour aborder les aspects sociopolitiques de notre pays. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci M. Collé, merci M. Camara. Merci.
la tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. On va tout à l'heure appeler Aliouba. Aliouba est le directeur de la communication du bloc libéral depuis Paris. Lui, il a vécu en direct sur le sol français cette élection de Emmanuel Macron, le plus jeune président de l'histoire de la France. À 39 ans, il accède à la plus haute fonction de son pays. Daouda Mohamed Kamara, Damaro parle du pragmatisme qui doit aller au-delà du dogme. Oui, effectivement, qui est même en train d'aller au-delà du dogmatisme aujourd'hui, parce que rien qu'en voyant la plupart des électeurs de Emmanuel Macron, on a suivi certains hier par exemple sur le petit écran, et qui sont à leur première expérience c'est la première fois pour eux de voter. À leur première expérience d'élection. C'est la première fois qu'ils votent. Ils sont entre 18 et 19 ans. C'est leur première élection. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'ils trouvent de concret chez Macron? Est-ce que sa jeunesse, est-ce que son dynamisme, est-ce que son background, est-ce que son courage, parce que c'est le qualificatif, le caractère qui vient aujourd'hui, c'est l'audace. On a un peu rappelé avec Mitterrand. On va repartir encore sur le terrain, cette fois-ci du côté de Paris. Le directeur de la communication du bloc libéral a suivi en direct cette élection française. Quelle analyse, quels sont les enseignements il en tire? Il est déjà en ligne, Daouda Mohamed Kamara. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Aliouba, bonjour. Oui, bonjour les journalistes de la radio Chérie FM TV, bonjour à tous les auditeurs et à tous les peuples de Guinée. Vous êtes directeur de la communication du bloc libéral, le parti que dirige Dr Faya Milimono. Vous avez suivi en direct cette élection française, vous êtes de ce côté d'ailleurs. Dites-nous, vous en tant qu'acteur politique aujourd'hui, quel enseignement vous tirez de cette arrivée fulgurante de Emmanuel Macron? C'est évident que ceci nous amène à faire beaucoup d'observations. D'abord, il faut comprendre que c'est une victoire de la jeunesse et de l'optimisme. Et aussi, c'est une élection quand même qui consacre l'éclatement des partis politiques traditionnels. Vous savez, en France, la gauche-droite a une domination quasi absolue de la scène politique depuis pratiquement toute l'histoire de la Ve République. Emmanuel Macron, cette victoire vient comme étant une rupture ou une mutation par rapport à cet état de fait. Il y a un autre enseignement aussi à tirer, c'est parce qu'il y a un désamour ou un désintérêt que les Français quand même expriment par rapport aux politiques. Si on s'en tient au taux d'abstention qui est un taux record depuis les années 60, quasiment on n'a pas eu un taux d'abstention au second tour de plus de 25%, ça veut dire que c'est près de 4 millions de Français qui ont voté blanc. Et ceci a fait quelque chose qui a marqué les esprits. Et cette élection aussi, c'est le renouvellement des visages politiques et aussi des usages, c'est-à-dire des pratiques, parce que chacun de nous se souvient qu'Emmanuel Macron avait démissionné du gouvernement en qualité de ministre des Finances et qu'il a créé un mouvement politico-citoyen qui sort carrément du cadre politique classique où on n'est pas investi par un parti de gauche ou un parti de droite. Alors il est le premier président français à avoir été élu sans au préalable bénéficier, si vous voulez, d'un mandat au préalable. Il n'avait jamais été élu de par le passé. Et le mouvement qu'il a porté, qui n'est pas un parti politique, qui est un mouvement politico-citoyen, aussi n'avait jamais participé à une consultation électorale en France. Donc ça s'appelle coup de réussite. Effectivement, on se rend compte, si vous voyez un peu le parcours du jeune, qu'il y a aussi de l'audace qui a caractérisé toute sa démarche. Et c'est quelqu'un qui croit en lui, qui croit à ce qu'il fait, et il s'est bien entouré. Toute l'équipe qu'il y a autour de lui est composée essentiellement de jeunes. C'est vrai qu'il a bénéficié d'un ensemble de soutiens, mais des soutiens plus ou moins discrets. On le taxe d'être un peu, si lui, l'enfant chouchou des banquiers, des grands hommes d'affaires. Et tout ceci se débat autrement. Mais ce qui est plus important, c'est que les Français ont montré que, malgré leur conservatisme habituel, qui sont prêts quand même à rompre avec certaines vieilles pratiques et se démarquer et s'inscrire dans la logique, si vous voulez, du nouveau monde. C'est celui-là qui permet aux jeunes dynamiques, ceux qui ont de réelles capacités, et ne pas
s'enfermer dans ces histoires de je suis le doyen, je suis le plus expérimenté, j'ai fait tel nombre d'années en politique avant toi. Alors les politiques classiques n'ont plus d'avenir, je l'avais dit à votre antenne à l'occasion d'une de vos invitations, et je crois que l'élection d'Emmanuel Macron est la consécration de cet état d'esprit, et probablement ça risque de faire effet domino sur un ensemble de pays, en tout cas en termes d'évolution psychologique et mentale. Je crois que les Africains aussi, les jeunes en particulier, peuvent comprendre que s'ils ont de l'audace et des compétences, ils peuvent avoir une chance de se frayer un chemin et bousculer l'establishment pour la vieille oligarchie politique qui a une mise sur pratiquement toutes nos ressources et qui compromet l'avenir des jeunes chez nous. Et puisque vous êtes un jeune politicien, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous inspirer de ce modèle Macron un jour, pourquoi pas en 2020, qu'on voyait aller au bas, faire une défection de son parti et créer un mouvement pour aller à la présidentielle? Vous savez, je ne personnalise pas tout de suite ce qui se passe. Personne n'a tout à fait une lecture de ce qui peut arriver demain. Chacun a son destin. Mais en ce qui me concerne, je suis engagé en politique. Je suis membre d'un parti politique au sein duquel je suis le directeur de communication et membre du bureau exécutif. En attendant, je suis fidèle à une vision du parti, un ensemble de principes et des valeurs pour lesquelles je me suis engagé en politique. Je resterai même dans la même direction. Dieu seul sait dans quelle dynamique je serai dans les années à venir, mais en ce qui me concerne actuellement, je suis encore membre du Bloc libéral et je continue de travailler au sein du parti en étroite collaboration avec les différents responsables. Donc, pour ce que demain sera fait, nul ne peut le savoir. Mon seul souci, c'est de continuer d'apporter ma contribution en tant que jeune acteur politique à l'édification de notre jeune démocratie. Quand vous dites que rien n'est exclu, personne ne sait ce que demain sera, Dieu seul le sait. Quand Alpha Condé le dit, par exemple pour le 3e mandat, vous ne validez pas cela. Est-ce que concrètement, aller au bas, jeune politicien d'un très bon niveau peut s'inspirer de l'exemple Macron? Est-ce que, vous l'avez dit, c'est l'audace et l'optimisme plus la jeunesse qui ont payé pour Macron? Pourquoi vous qui êtes aujourd'hui jeune leader, ça ne peut pas vous inspirer? Oui, mais cela m'inspire évidemment. Vous savez, puisque j'ai déjà effectué le déplacement parce que je voulais vraiment vivre des choses de près. J'ai eu aussi l'opportunité de suivre les élections américaines, on en a parlé. Alors, je suis en train de m'inspirer de beaucoup d'expériences pratiques, des choses qui ont réussi, et éventuellement établir des contacts pour construire un carnet d'adresse. Vous savez, la politique est aussi là définie comme étant là de construire son propre chemin en se rendant utile aux autres. Si je suis en politique, c'est que j'ai des ambitions, je compte me battre pour être à des niveaux de décision en termes de responsabilité publique dans mon pays, pour apporter ma contribution en matière de décision pour aider nos compatriotes à lutter plus efficacement contre la pauvreté et aussi à implanter la démocratie dont nous rêvons tous. Donc j'appartiens à cette nouvelle élite politique, cette jeunesse qui s'est engagée, qui n'a pas choisi de s'installer à l'extérieur, qui a choisi de se battre en Guinée malgré les difficultés dont nous sommes tous confrontés au quotidien. Ça c'est une ambition que je nourris et qui est légitime à mon avis, et je pense que beaucoup de nos compatriotes font de même, et d'ailleurs certains sont, disons, meilleurs que moi. Mais il faudrait savoir que le plus important, ce n'est pas une question de personne, c'est une dynamique. Si les jeunes de Guinée prennent conscience qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et s'affranchir de la tutelle politique et bousculer les lignes, parce que nos aînés, évidemment que si on voit ce que la Guinée est aujourd'hui et ce qu'on en a fait depuis 1958 à nos jours, c'est un pays qui a complètement échoué en matière de modèle. C'est un pays qui est très mal gouverné, c'est un pays dont les jeunes se posent encore des questions. Nous sommes les Guinéens les plus grands demandeurs d'asile presque dans les pays européens aujourd'hui. En tout cas, nous faisons partie des pays qui pouvoir en nombre. Voilà, justement, c'est à ce niveau ma question se situe. Est-ce qu'à votre avis, puisque la prochaine échéance électorale c'est 2020, est-ce qu'à votre avis 2020 doit être une année de grands enseignements, de grandes leçons pour l'émergence d'une nouvelle classe politique à la tête du pays?
Évidemment que d'ici 2020, d'ailleurs, un travail de fond doit être fait. Je rappelle qu'on a des élections locales, on souhaiterait bien qu'elles s'organisent, et les élections législatives qui pouvaient annoncer les couleurs pour 2020, parce que si toutefois la jeunesse s'engage et qu'elle arrive à se faire élire à la base et au niveau de l'Assemblée nationale, ça montrerait que les jeunes seront capables de se démarquer et bien sûr de participer aux élections présidentielles en étant candidats pour bousculer la vieille garde, parce que tout est question de rapport de force. Ça, c'est universel. Donc je pense que c'est bien possible que 2020 puisse être la concrétisation d'un tel schéma, mais en attendant, il faut y travailler. 2020, c'est à la fois proche et loin. Je crois que les jeunes doivent prendre conscience, en tout cas moi, je m'inscris résolument dans cette dynamique, de me dire que d'ici 2020, il faudrait vraiment suffisamment se préparer, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est le rapport de force qui va déterminer dans quelle direction le changement en Guinée va s'opérer. Aliouba, directeur de la communication du Bloc libéral en direct de Paris, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Je vous remercie et je voudrais que vous me donniez l'occasion de présenter toutes mes condoléances au peuple de Guinée suite à l'accident qui est survenu et que nous avons perdu une vingtaine de nos compatriotes. J'ai appris avec beaucoup de douleur cette nouvelle et je voudrais par là interpeller nos autorités à prendre des dispositions par rapport à la sécurité routière dans notre pays. C'est toujours dommage qu'on perde nos compatriotes qui vivent déjà dans l'extrême pauvreté et que j'ai constaté qu'il y a une dizaine de femmes et des enfants. Donc je présente toutes mes condoléances aux familles éplorées et à l'ensemble du peuple de Guinée. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à votre émission ce matin et je serai de retour dans 2 semaines bientôt en Guinée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Aliouba, merci à vous aussi et bonne continuation de séjour. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons appeler Damanta Albert Camara. Lui, il est ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail. Il est également porte-parole du gouvernement. Il faut dire d'ailleurs, Daouda Mohamed Camara, que Alpha Condé a été le premier président africain à féliciter l'élection d'Emmanuel Macron, non seulement à travers une déclaration, mais également dans l'invité sur RFI avec Christophe Boisbouvier, puisqu'il est également le président de l'Union africaine. Hein? Oui, effectivement, il est président de l'Union africaine, mais je crois, comme Damaro l'a dit d'ailleurs, l'élection présidentielle française, c'est vraiment pour les Français. Ouais, c'est vraiment pour les Français d'abord, et les autres, on a vu d'abord la première déclaration de Emmanuel Macron, on a vu sa seconde déclaration, on s'est rendu directement compte que l'élection de Macron, c'est d'abord pour les Français. Tout à fait. Et nous autres qui nous intéressons à cet état de fait ou à cette élection, c'est juste pour voir un peu là-dedans quel enseignement on peut tirer pour une émergence d'une nouvelle classe politique. Est-ce que ça peut être possible en Afrique, ça peut être possible en Guinée? C'est tout l'enjeu. Mais en ce qui concerne, par exemple, on a vu avec l'élection de Barack Obama, qui est d'origine africaine, d'origine africaine, précisément, kenyan, mais aujourd'hui qui était hier président des États-Unis. Beaucoup ont pensé que il devenait président africain alors qu'il est président des États-Unis. Oui. Donc on s'y intéresse. Savourer sa victoire. Sa victoire. Aujourd'hui, on s'y intéresse. Les présidents républicains blancs ont plus été utiles pour l'Afrique. Bill Clinton a été plus utile pour l'Afrique. On s'y intéresse tout simplement pour rêver un peu, voir cette même réalité se reproduire avec la grande surprise. Il faut voir. L'enjeu, c'est l'émergence d'une nouvelle classe politique. Il a un autre jeune aussi, c'est vrai, il est membre du gouvernement, ministre porte-parole du gouvernement, et il fait partie du groupe des jeunes du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que le modèle Macron peut se produire au sein du RPG en 2020? Nous allons lui poser cette question. C'est bien Damanta Albert Camara. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Damanta Albert Camara, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre porte-parole du gouvernement, mais aussi du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, la classe politique, de toute façon, à l'extérieur de la Guinée, est en train de se revoir, de se repositionner. Est-ce que vous tirez un enseignement de cette élection de Macron à 39 ans? Vous savez, au-delà de l'âge, au-delà de la jeunesse, je pense qu'il s'agit tout simplement d'une redéfinition des paysages politiques à travers les nouveaux messages et les nouveaux codes politiques qui naissent. Je crois que l'élection d'Emmanuel Macron
a définitivement enterré une manière de faire la politique, des appareils politiques qui sont dans la politique depuis des dizaines d'années et qui ne sont plus capables de proposer quelque chose de nouveau aux électeurs, aux populations qui sont relativement jeunes, mais aussi qui sont évoluer en termes de nouvelles technologies, en termes de nouveaux défis, en termes de nouvelles approches du développement économique et social. Et cela fait que les discours politiques classiques ne passent plus. La crise politique est passée, la crise économique est passée par là, et les populations ont besoin d'avoir de nouveaux espoirs, de nouveaux messages. C'est ce qu'a été capable de passer Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'en Afrique où 70 à 75% de la population est jeune, c'est un message qui peut effectivement toucher également beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, le sait, Alpha Condé a été le tout premier président d'ailleurs à féliciter sa brillante élection. Dans les relations entre les deux pays, à votre avis, est-ce que sa victoire pourrait mettre un coup d'accélérateur sur ces relations? Alors, dès l'instant où ce nouveau président a manifesté le désir de changer la donne, de changer un certain nombre de stéréotypes, d'habitudes qui s'étaient installés, aussi bien dans la politique interne française, mais on peut le supposer également entre la France et ses anciens partenaires, on peut penser donc que les relations vont changer. Ça ne peut être qu'en mieux. Si aujourd'hui il tient un discours qui tient à enterrer définitivement la France-Afrique, à respecter l'indépendance et les désirs des anciens partenaires que sont les États-Africains, je crois que c'est également quelque chose à saluer. Je crois que c'est en ce sens que le président Alpha Condé a salué l'élection de ce jeune homme. On a eu tout à l'heure Damaro, il appartient à la vieille garde. Vous êtes de la nouvelle génération de militants du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'on peut avoir un Damantan se frayer du chemin en 2020 et faire ce que Macron a fait? Non, je suis de la génération intermédiaire. Alors, génération intermédiaire. Je crois qu'en fait, en Afrique, les dirigeants politiques, la classe politique actuelle va devoir changer son discours sous peine, effectivement, de voir de nouveaux acteurs émerger. Ça peut être en Guinée, ça peut être ailleurs, ça peut être dans tous les appareils politiques, mais c'est soit notre classe politique, de manière générale, accepte un discours qui est beaucoup plus progressiste, soit effectivement on peut être soumis à ce type de surprise. Mais je crois que le président Alpha Condé fait partie de ceux justement qui, au-delà de l'âge, a un discours résolument progressiste. On l'a vu à Abidjan, on l'a vu à Meknès, et je crois que c'est pas un hasard si beaucoup de jeunes Africains se reconnaissent dans les discours qu'il a tenus. On peut être jeune par l'âge, mais aussi et surtout, c'est ce que demandent les populations, jeune par l'esprit et la manière dont on aborde les défis qui se posent à nous. Je crois que le président Alpha Condé est dans cette logique-là. Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous également. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. On va enchaîner avec Baouri, vice-président ou vice-président exclu de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Quelle leçon lui il tire de cette victoire de Emmanuel Macron, candidat du mouvement En Marche? Quelqu'un qui réussit à remettre en question le fonctionnement traditionnel des partis politiques puisque n'étant issu d'aucune base politique. Il est en ligne déjà, Baouri Daouda Mohamed Kamara. Baouri, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce matin encore notre invitation. Vous avez suivi avec nous cette élection de Emmanuel Macron du côté de la France à 39 ans. Quelle leçon vous tirez, quel enseignement vous tirez de cette élection? Je considère que le processus d'un changement politique est en œuvre en France à l'heure actuelle. Vous voyez que les deux principaux partis traditionnels, la gauche et la droite, ne sont pas vainqueurs et ne sont pas parvenus au second tour de l'élection présidentielle. Et donc, la France est en train de sortir d'une longue période politique qui a été dessinée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois que Emmanuel Macron, vu son âge, vu son pragmatisme, est quelqu'un qui va permettre à la France de s'engager de manière beaucoup plus claire dans une autre dimension politique qui sera différente de la politique telle que ses prédécesseurs l'ont déjà appliquée.
l'ont déjà appliqué. Beaucoup pensent que aujourd'hui Emmanuel Macron arrive à la tête de cette grande république, la France. Il vient avec il vient avec de l'audace. Est-ce que on peut aujourd'hui rêver, voir une telle émergence dans la politique guinéenne en 2020, bien entendu? Non, ça me fait rire parce que de toute façon, la politique du changement déjà en Guinée est en œuvre avant même que Macron ne soit candidat, parce que lorsqu'on parle ici de décrispation, lorsqu'on parle de l'émergence d'une génération politique en rupture avec le passé, je pense qu'il y a une chose qui est déjà faite en Guinée et que dans une certaine mesure que je suis en train de conduire. D'accord. Monsieur Baouri, puisque vous êtes l'invité demain matin ici dans ce studio sur ce plateau, nous allons approfondir non seulement cette question, mais aussi d'autres liées au fonctionnement de notre nation. Merci d'être passé. À demain donc. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. On va enchaîner avec Alpha Bouakarba. Alpha Bouakarba est membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Comment sa famille politique voit l'élection d'Emmanuel Macron? Est-ce que à l'UFDG également, on peut s'attendre à une telle situation où ça peut être le bouleversement politique en 2020 pour qu'un jeune à l'image d'Emmanuel Macron puisse vraiment accéder à la plus haute fonction du pays, c'est-à-dire la présidence de la République? Alpha Bouakarba va être tout à l'heure en direct dans cette émission. Daouda Mounet Kamara, on suit l'analyse des différents acteurs. Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec ce que Damaro, par exemple, dit qu'on est dans une dynamique qui nous fait quitter du dogmatisme vers le pragmatisme aujourd'hui. Ce n'est plus parce que les Républicains, le Front National ou autres partis a eu une longue expérience de la politique en France. Aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'évoluer avec le dynamisme. Et de l'autre côté, cette victoire, c'est une victoire, comme il l'a dit, c'est une victoire de la jeunesse, mais aussi une victoire de l'optimisme, parce qu'on a cru, on n'a pas connu Emmanuel Macron comme président d'un parti politique. Il arrive avec un mouvement politique qui s'appelait En Marche. Aujourd'hui, la dynamique, c'est aller vers un ancrage politique pour installer cela et l'avoir comme étant un parti politique, c'est-à-dire l'avoir en tant que parti politique avec, comme déjà son porte-parole, je me souviens bien, qui le rappelait hier, qui disait que on va aller vers la République en marche. Et aller vers la République en marche, je crois que c'est un nouveau dynamisme qui s'installe de ce côté. Et de l'autre côté, il y a l'autre qui rappelle, c'est bien, ce renouvellement des pratiques, c'est bien Aliouba, le renouvellement des pratiques, mais aussi le renouvellement du visage du politique en France. Et c'est là, je crois, aujourd'hui, beaucoup devront s'inspirer de cela, et beaucoup d'ailleurs sont déjà dans cette dynamique, dans cet élan, pour voir comment aujourd'hui on peut s'affranchir des idéologies traditionnelles, comment on peut aujourd'hui s'affranchir de l'ancienneté pour être vraiment dans une dynamique de politique vraiment pragmatique, pas de politique dogmatique, mais plutôt une politique qui va proposer des solutions pragmatiques aux problèmes dont souffre aujourd'hui. Parce qu'il a dit, Emmanuel Macron hier, il dit qu'il a conscience aujourd'hui de la colère, de l'anxiété des Français. Et c'est là, il faut le dire, et aussi conscience des menaces qui tournent autour de la France, même si avec le débat d'ailleurs, Marine Le Pen qui confondait, à son avis d'ailleurs, je vais le dire, à son avis, qui confondait menaces et réalité. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des menaces que cela va être une réalité quand même en France aujourd'hui du terrorisme. Est-ce que l'exemple d'Emmanuel Macron va se produire au sein de l'UFDG? Il aligne Alpha Bouakarba, jeune politicien au sein de ce parti. Quelles sont les grandes leçons que son parti tire de cette brillante élection de quelqu'un qui n'a aucune base politique? Est-ce qu'en 2020, cela est possible dans notre pays? Il va répondre à ce questionnaire. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Alpha Bouakarba, bonjour.
Bonjour Monsieur Camara, bonjour à Monsieur Condé et bonjour à tous vos aimables auditeurs. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Avec cette élection d'Emmanuel Macron en France aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une redéfinition du paysage politique. Est-ce que vous qui êtes un parti quasi traditionnel aujourd'hui en Guinée, est-ce que cela vous ébranle? Non, il faut dire que elle ne nous ébranle pas parce que nous ne sommes pas en France. Malheureusement d'ailleurs, parce que il faut saluer la victoire de l'audace. Monsieur Macron a été audacieux. Monsieur Macron a eu du courage. Monsieur Macron, il faut dire que tous les jeunes qui sont dans la politique aujourd'hui, que ce soit en Guinée ou à travers le monde, qu'on le dise ou non, ils pourraient nous inspirer et nous voudrions bien avoir faire exactement comme lui dans notre pays ou dans d'autres pays. Parce que il faut dire que lorsqu'on est audacieux, ça paye. Malheureusement, en Guinée, ça ne peut pas se faire. J'ai entendu la question que vous avez posée, par exemple, à mon grand frère Damaro Camara. Vous savez, ici en Guinée, on ne peut pas le faire parce que vous imaginez un ministre du président Alpha Condé démissionner et aller contre lui. Donc, c'est pas possible. Et l'une des leçons aussi que j'ai tirées de cette élection, c'est le respect des lois, c'est le respect de la Constitution. Hier, devant mon petit écran, lorsque je suivais cette soirée électorale, j'ai vraiment envié le peuple français et tous ces pays qui vivent dans des démocraties où les lois sont respectées, où les élections sont organisées à temps, même si le président de la République n'est pas prêt. Parce que vous imaginez, François Hollande n'était pas du tout prêt. C'était pas 2017, c'était pas son année. Et vous imaginez si c'était en Afrique, en Guinée, on devait attendre d'abord que le président de la République soit prêt à se représenter. Donc on allait chercher toutes les raisons pour renvoyer au calendrier grec cette élection. Mais là, par le respect qu'ils ont pour leur constitution, pour leur loi, il n'est pas prêt, mais il faut organiser les élections à date. Et c'est ce qui a été fait, et Macron a profité, bien entendu, de la liberté de choix qu'ont les populations françaises, et voilà le résultat. Je dis chapeau à M. Macron, chapeau à l'audace. Et donc, est-ce que cela peut être possible en 2020 en Guinée? Voir quelqu'un de très audacieux inverser l'ordre naturel des choses? Parce que Baouri l'a dit tout à l'heure, Macron a mis un terme à une longue carrière politique de la France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, je suis entièrement d'accord pour une fois avec M. Ba, et dans ce sens-là, oui, M. Macron a renvoyé tous ces anciens-là à la retraite anticipée. Et malheureusement, en Guinée, ce n'est pas possible pour des raisons que je vais évoquer. D'abord, la jeunesse. Ici en Guinée, nous les jeunes, nous aimons sur Facebook, sur les médias, dire qu'on veut que la classe politique change, il faut renouveler cette classe politique et tout. Malheureusement, on ne s'engage pas. Lorsqu'on ne s'engage pas, on ne peut pas rester dans les cafés ou dans nos bureaux, attendre qu'on vienne vous chercher pour vous imposer dans une formation politique ou dans un mouvement qui peut vous amener à être dans une position tel que Macron l'a été avec le mouvement En Marche. Donc, il faut qu'on s'engage d'abord avant de vouloir renverser la tendance. Lorsqu'on ne s'engage pas, on ne renversera jamais la tendance. En Guinée, comme je le dis, ceux qui, peu de jeunes s'engagent, et ceux qui s'engagent pas plus à l'intérêt qu'ils ont avec tel ou tel autre leader avant de s'engager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le gouvernement du professeur Alpha Condé. Il y a beaucoup de jeunes qui sont
dans le système des directeurs nationaux et autres qui sont des brillants lorsque tu regardes le CV. Malheureusement, ils sont tous moulés dans le moule habituel de la Guinée, et lorsqu'ils font leur déclaration, tu entends un Alpha Condé. Donc c'est très difficile. De l'autre côté, comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir ici malheureusement des jeunes gens qui se disent je suis aujourd'hui avec Alpha Condé, ça ne marche plus avec je suis avec Cellou Dalein Diallo. Ou peut-être je suis avec Cellou Dalein Diallo. On parle de Macron qui a démissionné quand même d'un poste hautement stratégique du ministère des Finances de la grande République française. Vous imaginez un jeune en Guinée démissionner même de son poste de directeur national pour affronter le RPG ou Alpha Condé en personne? Non. Malheureusement, c'est pour toutes ces raisons qu'on ne peut pas avoir été d'ailleurs. Et aussi, les anciens, même pas qu'on soit directement face à face contre eux, et ils vont directement tout faire pour t'écraser. On a eu beaucoup de jeunes gens ici qui étaient des gens promoteurs, et aujourd'hui on les a cassés. Je peux parler par exemple de M. Naïté qui en 2015, jusqu'en 2015, était vraiment dans une dynamique où on pensait qu'il avait l'intention de prendre la relève et aller de l'avant. Il en avait l'avenir. Depuis la formation du gouvernement après l'élection présidentielle de 2015, qu'est-ce qu'on a fait? On a carrément laissé que le petit ministère de la jeunesse qui n'a aucun contenu, on lui a enlevé l'emploi jeune qu'on a remis sur un autre, et puis petit à petit on l'a fait parce que tout simplement on a imaginé qu'à un certain moment qu'il avait une certaine ambition. Tous ces jeunes qui tournent autour, il y a des jeunes talentueux, que ce soit au niveau de la mouvance, que ce soit au niveau de l'opposition. Oui, mais un exemple pratique comme ça là au niveau de l'UFDG, si ça existe. Non, au niveau de l'UFDG. Au niveau de l'opposition de façon globale. Est-ce qu'on a étouffé dans l'œuf un jeune leader qui avait pris vraiment de l'élan? Disons qu'au niveau de, on n'a pas étouffé, mais au niveau de l'UFDG par exemple, je peux dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à prendre la relève. C'est le cas d'Ousmane Gawal Diallo, hein? C'est le cas d'Ousmane Gawal, c'est mon propre cas, c'est le cas de Malado, c'est le cas de Tchangel. Alpha Ouattara, membre de la cellule de communication. Nous avions par exemple M. Tal qui aujourd'hui, par ses trichements d'alliance politique, on a complètement tué son avenir. Oui, parce que bon, c'est quelqu'un qui a... D'accord, on vous a largement compris, certainement. On va vous recevoir ici dans ce studio, sur ce plateau, pour approfondir ce débat. Elle est aussi en ligne, Dr Chantal Coll, depuis Paris. Elle va aussi commenter cette brillante élection du candidat En Marche, Emmanuel Macron, le plus jeune président français, en tout cas depuis Napoléon. Et Madame Chantal Coll, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, vous aussi. Allez-y, Daouda Mohamed. Ma première question va être, Dr Chantal Coll, pour qui avez-vous voté hier? Hier, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait le Front républicain et j'ai voté Macron. Parce le vote barrage, hein, ça s'appelle le vote barrage. Non, oui, c'est ça. C'est le vote républicain. Je ne veux pas utiliser le mot barrage parce que je pense qu'au-delà d'une notion de barrage, il y a une notion de république, de règles démocratiques qui sont un engagement humain. Donc oui, ça a été un vote républicain pour ceux qui ont fait le choix d'aller voter, pour ceux qui ont fait le choix de ne pas mettre un bulletin blanc et qui n'ont pas fait le choix, bien sûr, de Marine Le Pen. Mais je pense que oui, je fais partie de ceux qui... Mais ça ne peut pas être autrement, à mon sens, pour quelqu'un qui est binational, quoi. Je veux dire... Le métissage aidant, c'est vrai qu'on voit chez Marine Le Pen des Noirs, des Algériens, des Chinois, etc. C'est quand même incroyable d'oublier d'où on vient à ce point-là et de choisir le totalitarisme au lieu de la beauté, du respect de l'autre. Pourtant, on s'attendait quand même à un esprit féministe de voter Marine Le Pen. Quand une femme n'en vaut pas la peine, la meilleure façon de la juger, c'est une femme qui le fait. Donc pardonnez-nous que les femmes fassent preuve d'intelligence et qu'elles ne soient pas simplement féministes. Parce que alors là, ce serait le comble de nous résumer, de résumer les femmes à cela. Je pense que si c'est sur cela qu'elle comptait, eh bien elle a dû réaliser que
en toute femme, il y a une mère, et qu'en toute mère, il y a une notion de responsabilité pour l'avenir. Et plusieurs qualificatifs de la part de la classe politique guinéenne. Damaro parle de la victoire du pragmatisme au détriment du dogmatisme. Ali Ouba parle de la victoire de la jeunesse et l'optimisme. Vous, en qualité de communicante, quelles leçons vous tirez de cette brillante élection d'Emmanuel Macron? Alors déjà, moi, j'enlèverais le mot brillante, hein, parce que je pense que c'est une élection. Brillante, c'est l'avenir qui nous le dira, mais quand on a 16 millions d'abstentions, quand on compte ceux qui ont voté blanc, ceux qui ne se sont pas déplacés, on est à 16 millions. Quand on a 10 millions d'extrémistes, on est à 26 millions, et il n'a pas fait la moitié de 26 millions. Donc je pense que c'est une grande leçon de démocratie républicaine pour tous, et dans son discours, il l'a très bien analysé, il l'a très bien compris. Parce que si vous prenez son discours, son premier grand discours, il a été solennel et il a dit qu'il remerciait aussi ceux dont il n'était pas le choix et qu'il s'engageait à les entendre. Donc je pense que c'est une très grande victoire de la démocratie républicaine. C'est une grande preuve d'intelligence de la part des Français d'avoir fait après le Brexit, après les choix aux États-Unis, mais on n'est pas dans le même profil aux États-Unis qu'en France. En France, on est quand même dans un parti qui est extrémiste. C'est pas un homme d'affaires qui a décidé de faire de la politique, etc. C'est vraiment une famille d'extrémistes qui sont là depuis 40 ans. Donc oui, voilà, c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire de ce peuple qui en 1789 a écrit liberté, égalité, fraternité. Donc ça, voilà, pour moi, c'est cette victoire-là avant tout. Maintenant, la victoire de la jeunesse, bien entendu, parce qu'il est le plus jeune président du monde. Oui. Ça ne se limite pas à la France. Il est le plus jeune président du monde. Ça, c'est une victoire. Mais il est temps quand même de dépoussiérer nos pouvoirs, j'ai envie de dire. Donc oui, et puis le monde politique est en train de changer, parce que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, vous pouvez, grâce à votre téléphone, décider de beaucoup de choses par le biais du numérique. Le monde est en train de changer. Donc il ne faut plus aller pousser nécessairement des portes une à une. Par un simple clic, vous allez toucher des millions de personnes, alors qu'il y a 20 ans, il était impossible de pousser des millions de portes. Donc le monde est en train de changer et cette jeunesse est en train de s'installer. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Monsieur Diallo, que j'ai écouté. Monsieur Ba, je pense... pardon, Monsieur Ba. Je pense qu'en Guinée, on oublie qu'on a aussi des jeunes qui, avec rien, se sont engagés. Je pense à Mokhtar Diallo. Oui. Ils ont fait le choix. On adhère ou on n'adhère pas. C'est pas le sujet. Mais contrairement à Emmanuel Macron, il n'avait pas eu un parcours avec des très grosses responsabilités. Mais Emmanuel Macron, il est certes très jeune, mais en très jeune, il a été à la Cour des comptes, il est diplômé de l'ENA, il a été à la Cour des comptes. Derrière la Cour des comptes, il a été conseiller du président de la République, secrétaire adjoint de la présidence de la République, ministre des Finances. On ne gravit pas toutes ces gestions si on n'est pas repéré. Parce qu'il n'est pas fils de politicien. Donc ça veut dire qu'il a été repéré pour ses qualités et ses performances. Pour donner un dynamisme quel qu'il soit, mais en tout cas, il a été repéré. Il a donc un parcours. En l'espace de très peu de temps, il s'est fait remarquer du grand public en décidant de dire je pars, je crée d'abord un mouvement, je ne crée pas un parti politique. C'est là où on voit que le garçon, il était garçon, maintenant on va dire le président de la République, mais le garçon en 2015, en 2016 est très raisonnable. Il crée un mouvement qu'il n'appelle pas parti politique. Donc il sait que s'il n'a pas l'adhésion, il faudra laisser tomber. Il se rend compte qu'il y a l'adhésion, il va au-delà, il démissionne. Il a quand même fait les choses en 2 temps. Donc on est quand même dans une structure très très clairvoyante, jeune mais très clairvoyante. Madame Chantal Cole, Damantan parle de la redéfinition du paysage politique, un discours, il faut que les hommes politiques revoient maintenant leur discours classique. Est-ce que vous êtes du même point de vue que Damantan? Je pense que en Afrique, on a donné le ton. Je voudrais juste vous rappeler que c'est la société civile qui a fait partir M. Wade au profit de Macky Sall. Oui. Donc il était très jeune pour l'Afrique.
Je veux vous rappeler quand même que Macky Sall, soutenu par la société civile, avec qui on a marre, etc., a créé une dynamique. Il n'est pas arrivé par un coup d'État, il est arrivé par les urnes, avec une jeunesse qui l'a choisi. Donc oui, on est dans une redéfinition des classes politiques dans leur ensemble, et je pense avec une dynamique de respect de tous les intervenants. Voilà, moi je suis rassurée pour l'Afrique, entre autres, parce que ce n'est pas un héritier de France-Afrique, ou d'Afrique-France, ou d'Europe-Afrique, c'est quelqu'un qui va peser à sa juste valeur les décisions égalitaires dans le respect de souveraineté de chacune des parties. Et ça me rassure. Madame Chantal Coll, merci à vous aussi d'être passée dans cette émission. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe SGI Média. Et n'oubliez pas le rôle des médias et des journalistes dans cette victoire quand même. Hein, parce que là encore, il a été le chouchou des médias. Donc que nos politiques se le tiennent pour dit, les médias réussissent quand même, à mon sens, à manipuler les opinions. Alors Dieu merci, pour la France, ça a été dans le bon sens. Merci et très bonne journée. Merci, au revoir. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. À présent, place à notre invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Mambi, l'Africain Magasuba, qui est auteur de l'œuvre Sadakal, les sacrifices. Monsieur Mambi, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette œuvre? Ce qui m'a poussé à l'écrire, je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que je n'étais pas un passionné de littérature. Ah bon? Pas du tout. Tout au début? Tout au début. J'ai fait des études scientifiques au lycée, c'est-à-dire des sciences maths. Et je suis arrivé en France, bon, j'ai bifurqué pour faire des études de droit. Et c'est quand j'ai vu le respect religieux qu'avaient les Français pour leurs auteurs, c'est ce qui m'a poussé d'abord à lire et ensuite à écrire. Donc j'ai lu pas mal d'auteurs africains en étant en France. Comme William Sassine, par exemple. Et ensuite, bon, j'ai écrit un peu comme ça par effraction, sans trop me rendre compte de ce que je faisais, jusqu'à ce que le roman a été achevé. Jusqu'à ce que le roman ait été achevé, c'est Sadakal, qui veut dire en malinké les sacrifices. Pendant combien de temps vous avez écrit cette œuvre? Bon, j'ai mis 5 ans à la rédaction du roman, puisque j'étais étudiant et que je travaillais à côté, donc j'avais pas le temps de me consacrer uniquement à cela. Ça a pris en tout 5 ans entre la rédaction et la publication, en fait, sachant que la publication a duré 1 année à peu près. La publication a duré 1 année à peu près. Sadakalou, on va le dire ainsi pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. Sadakalou, qui veut dire d'abord Sadaka, Sadaka qui est singulier, mais Sadakalou qui est au pluriel. Qu'est-ce que vous ressortez dans cette œuvre Sadakal? Il faut déjà rappeler que vous apportez aussi cela comme contribution à l'année Capitale mondiale du livre. Qu'est-ce que vous ressortez dans ces sacrifices? Effectivement, bon, pour revenir déjà au titre, ce n'est pas forcément malinké, c'est un néologisme en fait. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la racine du mot sacrifice dans toutes nos langues nationales, c'est à peu près le même mot. Les Soussous par exemple diront Sada, mais le mot Sada se répète un peu partout, même dans la langue Peul. Donc le Al marque le pluriel en fait, donc c'est un néologisme. Et ce que j'ai voulu ressortir du roman, c'est un peu la présentation des sociétés africaines dans leur conception, dans leur perception d'elles-mêmes. Et aussi un peu dans la psychanalyse en fait, puisque je mets en scène des personnages qui reflètent en fait ce que je pense être des types humains de nos différentes sociétés. C'est-à-dire que chacun de mes personnages représente un type humain que j'ai eu à rencontrer et qui me semble caractéristique en fait dans l'univers africain. Vous avez dans cette œuvre Sadakal, vous avez Bouboudi qui est un acteur de cet ouvrage. Vous avez l'autre qui s'appelle le quartier d'ailleurs, le quartier qui s'appelle Akafo Akake, mais aussi il y a cet autre qui est Afakoudou. D'où sont venues, je vais dire, toutes ces appellations Bouboudi, ces expressions, et il y a même aussi ce riche homme qui est dedans, qui est Monsieur Madidi. D'où sont venues toutes ces expressions? En fait, ce sont des expressions idiomatiques. J'ai voulu que le roman, il y ait une double lecture du roman, c'est-à-dire que lorsqu'un Guinéen le lit, qu'il ait une lecture différente de celle d'un étranger, par exemple.
un Français pourrait bien croire que Alpha Koudou c'est un nom guinéen, mais je pense que ça pourrait faire rire un Guinéen. Donc c'est cette double lecture que j'ai voulu. Et c'est aussi un grain de légèreté, parce que je pense que même pour dénoncer des choses graves, il faut une certaine légèreté. Et en utilisant comme ça des expressions idiomatiques comme l'ont fait d'autres auteurs. D'ailleurs, William Sassine que j'ai cité aussi était assez en utilisait assez dans ses œuvres. Donc c'est uniquement cela. C'est quand on parcourt Sadakal, si vous me permettez, quand on parcourt Sadakal, on a d'abord une lecture, vous avez parlé de double lecture, mais aussi on a une lecture de comment la société, dans la société africaine, d'aucuns tirent leur richesse, parce que vous avez parlé de M. Madidi, vous avez aussi parlé comment on peut traiter les albinos par exemple, parce que Alpha Koudou c'est un albinos qui est dans votre œuvre, qui est arrivé du village, qui a été conduit, quand on parcourt un peu, qui a été conduit vers un féticheur, et comment Bouboudi, Alpha Koudou a su tisser toute une bonne relation dans son entourage pendant qu'il n'avait pas, il n'était pas ordinaire, c'était un albinos. De l'autre côté, il n'était pas aussi beau, mais de par son humilité, il a pu construire autour de lui toute une relation meilleure. Bon, j'ai voulu que Alpha Koudou, comme le dit Dostoïevski dans l'Idiot, un peu comme l'Idiot de Dostoïevski, en fait, j'ai voulu qu'il soit le visage du Christ. En ce sens que c'est à lui qu'on va faire du mal, c'est lui qu'on va sacrifier, mais c'est lui qui est bon. Alors que la société dans laquelle il doit s'insérer est mauvaise. Et c'est cette société-là que j'ai voulu présenter, parce que Sadakal, au pluriel, ne désigne pas Alpha Koudou qui sera sacrifié finalement, mais c'est l'ensemble de la société, l'ensemble des autres personnages qui l'entourent, qui sont psychologiquement pas très normaux en fait. C'est-à-dire que chacun des personnages que je présente a un défaut, et le seul qui n'a pas de défaut, c'est l'albinos qui a des défauts physiques, et pas de défaut mental ou humain, mais qui sera le sacrifié. Quoique, c'est pas aussi sûr que cela qu'il est sacrifié. Mais... c'est pas, parce que quand on va un peu vers la fin, on voit comment Alpha Koudou s'affranchit peu à peu de ce à quoi il était destiné, le sacrifice de ce richissime homme qui est Monsieur Madidi. Mais de l'autre côté, vous remettez également sur scène cette croyance, pas parce qu'on est imam, qu'on est forcément le vrai religieux, ou pas parce qu'on est prêtre ou pasteur qu'on est forcément le vrai religieux. Est-ce que cela aussi est un des visages de la société africaine? Parce que vous avez parlé quand même de cette déclaration à la télé d'un homme politique qui se serait exprimé sur un musulman. De l'autre côté également, vous avez parlé de la riposte de cet imam lors du sermon de vendredi. Bon, je le dis à haute et intelligible voix, je pense que l'une des tares de nos sociétés, c'est un peu l'action de ces hommes de religion en fait. Bon, moi je suis croyant et pratiquant, mais je pense que beaucoup de nos imams, beaucoup de nos prêtres certainement, sont un peu trop dans la dualité en fait, c'est-à-dire qu'ils sont dans le syncrétisme religieux, en ce sens que beaucoup n'ont pas abandonné certaines de nos religions traditionnelles, et que ils sont musulmans mais à la fois ils sont païens ou animistes quoi. Donc quelque part aussi c'est ce que dénonce Sadakal à travers le personnage de l'imam qui est imam à la mosquée, mais en même temps qui est assistant féticheur, je vais dire. Donc c'est un peu visage. Voilà, c'est ce syncrétisme religieux qui fait que comme les binationaux aussi. Ouais, comme les binationaux dans notre terrain. Comme, maintenant, le roman, il comprend combien de chapitres et quels sont les thèmes qui sont abordés dans chaque chapitre? Bon, il comprend 14 chapitres, c'est 14 chapitres en tout. Oui. Bon, il y a un thème principal. Le thème principal, comme je viens de le dire, c'est la société dans sa dualité, en fait, c'est-à-dire dans ses méandres. C'est pourquoi c'est un roman qui aborde beaucoup c'est en fait un florilège de thèmes que j'aborde. Au début, par exemple, il y a l'excision, ensuite on passe un peu au syncrétisme religieux avec le personnage de l'imam. Aussi, il y a le thème central qui est finalement le sacrifice de l'albinos. Et en fait, mon cheminement, c'est de dire que
toutes nos tares, tous nos maux peuvent nous mener à un mal, en fait. Et le mal que... Ce sacrifice de l'albinos concerne quoi? C'est lui qui est sacrifié ou bien c'est lui qui consentit à un sacrifice? Non, c'est lui qui doit être sacrifié. Par qui? Fait, pour quelle raison? Par un homme qui pense qu'en le sacrifiant, qu'il s'enrichirait. Ah bon? Oui. Et cet homme est croyant, pratiquant et musulman. Donc c'est moi le sacrifice en lui-même que j'ai voulu présenter parce que je l'aborde vraiment en fin de roman. Mais c'est cette société dans sa dualité, en fait, dans son syncrétisme. Parce que si quelqu'un... Syncrétisme religieux. Voilà, exactement. Si quelqu'un estime qu'en sacrifiant un être humain, il peut s'enrichir, c'est qu'il a une croyance. Et cet homme, paradoxalement, est aussi musulman, puisqu'il passe tous ces temps à la mosquée. Mais en même temps, il a dans sa chambre des féticheurs. Donc c'est ce mal un peu africain. On n'arrive pas à se dissocier de certaines de nos pratiques. Peut-être qui, datant, avait une certaine valeur, mais qui, de nos jours, je pense que n'a plus droit d'exister, quoi. Et vous êtes Magasuba, forcément de Mandingue. Donc c'est le comportement des citoyens, parce qu'on dit que le roman reflète forcément l'homme, le milieu dans lequel il vit. Ses pratiques sont-elles encore de mise en Haute-Guinée ou quoi? Oui, avant-hier j'ai mangé un condé. Bon, pour être plus sérieux, au nord, je connais très peu la Haute-Guinée, je suis allé 2 fois à Sigiri et je vous rassure que je n'ai aucun lien avec la sorcellerie, que ni les membres de ma famille. Oui, mais Magasuba, c'est mon Suba. Hein? Oui, c'est pas moi qui le dis. Effectivement, mais non, c'est pas quelque chose, c'est pas un vécu personnel. Je pense que le roman c'est plutôt le fruit de l'imagination. C'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est de la pure fiction. Même s'il y a des personnages qui m'ont inspiré dans la vie de tous les jours, il y a des gens que j'ai côtoyés qui m'ont inspiré des personnages. Ah bon. Il y a des gens qui vous ont inspiré des personnages. Est-ce que M. Madidi, par exemple, vous a inspiré des personnages? Non. C'est Madidi est imaginaire. Alors, comment vous vous êtes retrouvé vraiment dans l'esprit de la vie de M. Madidi, par exemple, pour décrire son comportement? Bon, je pense que c'est la force de l'imagination. C'est ce qui peut-être différencie, peut-être c'est prétentieux de dire cela, mais c'est ce qui différencie l'artiste de celui qui n'est pas artiste. Parce que pour moi, c'est un travail finalement de concentration. Dès que je me concentre, je peux créer, en fait. C'est ce qui n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui n'est pas auteur, qui n'est pas écrivain. Alors, Sadakal, les sacrifices, c'est votre roman qui est déjà hérité. Est-ce que vous avez un projet ou vous avez déjà un embryon d'autres œuvres qui sont en train d'être écrites actuellement? Et si oui, lesquelles? Effectivement, j'ai un roman qui est presque achevé, que je compte cette fois-ci publier en Guinée, parce que Sadakal, je l'ai publié quand je vivais en France. Celui-là, je compte le publier en Guinée parce que ce roman actuellement est difficile d'accès pour le public guinéen, en fait. Tous ceux qui veulent l'acheter sont obligés de le commander. Et j'ai pas pu tisser les bonnes relations pour pouvoir le rééditer en Guinée, même s'il est beaucoup demandé. Le second que je suis en train d'écrire en ce moment est titré Temps d'errance. Donc c'est quelque chose qui va refléter un peu. Je pense que là, quand même, on pourra dire que c'est un roman qui reflète pas ma vie, mais quelques passages de ma vie, en fait, et que je compte publier normalement dans une maison d'édition guinéenne sur place pour que le public guinéen puisse y accéder directement. Alors, on dit que vous êtes un jeune auteur guinéen, Mambi Africain Magasuba, qui a fait ses premiers pas en littérature par la publication de plusieurs poèmes. En 2014, vous êtes finaliste du grand concours de poésie Short Edition, diplômé de droit et de gestion des ressources humaines. Sadakal, le sacrifice est son premier roman. Comment vous avez quitté la poésie pour le roman? En fait, le roman prend plus de temps que le poème, raison pour laquelle j'ai été connu en tant que poète avant d'être connu en tant que romancier. Sinon, ça a été concomitant. En fait, j'ai commencé la poésie et le roman au même moment. Mais c'est Short Edition qui m'a fait connu après un concours, c'était en été 2014, où j'ai présenté un poème sur l'excision qui est allé jusqu'en finale. Donc c'est à partir de là que j'ai été connu, en guillemets, dans le monde littéraire africain en France. Donc par la suite j'ai publié Sadakal, et je pense que le passage s'est fait spontanément, en fait. Je suis aussi poète que romancier. Alors vous êtes diplômé de droit et de gestion des ressources humaines.
vous pratiquez cette autre finalité, non, n'est-ce pas? Oui, actuellement je suis responsable RH d'une société de transport minier. Comment vous conciliez alors l'écriture avec votre fonction de gestion des ressources humaines? Bon, j'ai toujours concilié l'écriture et autre chose. Par exemple, quand j'étais en France, je faisais un double cursus universitaire. Je faisais des petits boulots à côté. Et en même temps, j'écrivais. Donc, ça m'a jamais, les autres activités ne m'ont jamais empêché d'écrire. Je pense que lorsqu'on a une passion, on arrive à trouver le temps pour pratiquer ce qu'on aime. Alors, quel est votre temps privilégié pour écrire? Parce qu'il y en a qui ont pour l'aube le temps privilégié, il y en a en pleine nuit, il y en a dans la journée. Quel est votre temps privilégié? Pourquoi? Moi, c'est la nuit quand j'ai très sommeil et que je suis très fatigué et que je suis très fâché. Ah bon? Donc il vous arrive d'être fâché en pleine nuit et ça vous inspire? Oui, c'est le moment où je suis le plus productif en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est le moment où j'écris le plus et le mieux. Et revenons sur le contenu même. Est-ce que celui qui voulait sacrifier l'albinos, est-ce qu'il est arrivé à sa fin? Est-ce que l'albinos a été sacrifié? C'est pourquoi le sacrifice a été consenti? Est-ce que cela a été exaucé? Bon, c'est un homme qui s'est quand même enrichi, qui est riche. Et après avoir sacrifié l'albinos ou bien... Non, pas cet albinos-là, mais qui a des talismans, qui a même des... Bon, je le dis pas expressément, je le dis entre les lignes, mais qui a des corps déjà dans sa maison. Donc qui s'est enrichi et surtout qui est parti de rien. Mais je ne veux pas dire la fin du roman, sinon ça découragerait beaucoup de le lire. Je préfère laisser la surprise. Le suspense. Voilà, exactement. Oui, mais quand on prend aujourd'hui le syncrétisme religieux, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à cheval entre les religions monothéistes et polythéistes. Et quand vous prenez par exemple certaines femmes qui ont du mal à avoir des enfants, vous prenez des mares en Haute-Guinée, on vient implorer vraiment le mieux, voilà, des divinités, et après il y a le bonheur. Est-ce que tout cela aussi ne contribue pas aux gens de croire que oui, au-delà du monothéisme, il y a encore nos valeurs traditionnelles? Vous savez, le péché le plus grave dans toutes les religions, c'est l'association en fait, c'est le fait d'adorer deux dieux. Oui. Donc moi je pense que si ces gens croient aux mares pour lesquelles ils vont prier, ben autant... Mais vous entendez parler quand même, hein? Oui, tout à fait. J'ai déjà même pris l'exemple d'une mare, je pense, à Barreau. Bon, je ne devais pas citer la ville, mais... C'est dans Kouroussa. Voilà, effectivement. Donc, il y a des gens qui vont implorer des divinités, ça existe. Moi, je crois, en fait, que ces divinités-là existent. Mais après, il faut faire un choix. Il ne faut pas rester à cheval, puisque... S'il y a deux choses qui ne s'associent pas, c'est la croyance en Dieu, et c'est pourquoi, que ce soit chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, le péché le plus grave, c'est l'association, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Donc autant sortir de l'islam, sortir du christianisme pour revenir à ces religions traditionnelles, ou alors choisir la voie qu'on a choisie, peut-être par de force, puisque l'islam s'est imposé par la force. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Mais du moment qu'on est dedans, il faut qu'on accepte de continuer dans cette religion-là, ne pas revenir de temps à autre en arrière, quoi. Oui, mais est-ce que votre roman ne peut pas donner le crédit à quelqu'un de croire qu'en consentissant des sacrifices, on peut arriver à une fin qui est contraire à celui de Amadou Kourouma, Fama, qui a fait beaucoup de sacrifices, même qui n'ont pas du tout, et des sacrifices qui n'ont rien donné. Pour vous, on consentit un sacrifice, on réussit. Est-ce que ça n'accompagne pas les gens dans leur élan de penser qu'au-delà du Dieu unique, il y a d'autres divinités? Bon, deux choses. La première chose, à la fin, rien ne dit que le sacrifice a été exaucé. Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, moi, je suis un artiste, je ne suis pas un intellectuel. C'est-à-dire que j'écris, c'est comme un peintre, en fait. Quand le peintre observe quelque chose, il le peint. Mais il n'est pas garant de l'interprétation. Voilà, exactement. Donc, c'est la même chose. Je pense que c'est aux intellectuels d'interpréter mon roman, aux hommes de lettres, parce que je suis aussi un romancier, mais pas un homme de lettres, voilà. Mais fondamentalement, je décourage tout homme de faire un sacrifice humain après avoir lu mon roman. Mais puisque le roman le dit. Oui, bon, c'est un sujet que je voulais traiter, mais je pense que si on regarde d'une autre façon, la façon dont j'ai présenté ces personnages-là, ça peut décourager à quelqu'un de se lancer dedans. De penser à cela.
Oui. Dans le roman, quand on le parcourt aussi, on voit vous abordez cet autre aspect, l'excision, ou la révolte des femmes contre un autre groupe de femmes et d'hommes qui soutenaient d'ailleurs l'excision. Cette révolte des femmes à Kafo Akake, c'est votre quartier du roman. Cette révolte a réussi quand même à stopper l'excision. Est-ce qu'une manière d'amener à la conscientisation de la femme à se révolter pour pouvoir mettre fin à l'excision? Oui, non seulement l'excision, mais aussi tout, parce que je pense que les femmes sont à l'avant-garde des sociétés africaines. D'ailleurs, ces femmes, elles s'appellent les Amazones, c'est pas pour rien. C'est un peu en référence aux Amazones du Bénin, et aussi aux Amazones de Guinée d'ailleurs. Donc je pense que les femmes sont à l'avant-garde de la société. Et je pense fondamentalement que pour changer les choses, il faut qu'on prenne l'habitude de mettre les femmes devant. Bon, tout à l'heure vous étiez en train de parler de politique. Moi je pense que ce serait bien qu'il y ait une femme et jeune, en fait. Au lieu que uniquement jeune, je pense qu'une femme jeune, c'est mieux qu'un homme jeune. C'est mieux qu'un homme jeune. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez réagir via les 2 numéros du stand pour commenter aussi cette élection en France, ou du moins réagir sur l'intervention de notre invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Monsieur Magasuba Mambi l'Africain. Pourquoi le mot africain, l'Africain? L'Africain, c'est parce que quand j'étais en France, j'étais parmi des camarades qui avaient une très mauvaise image de l'Afrique, qui pensent que tout est noir, tout est pauvreté, tout est misère. Mais vous êtes noir, hein? Noir. Oui, noir foncé. Et bon, moi, je m'évertue à leur dire que bon, c'était pas aussi sombre que ça. Il y avait des choses positives en Afrique. Et ils ont fini par me surnommer l'Africain. D'accord. Donc, pour se moquer un peu de mes prises de position, quoi. Donc, j'ai fini par garder le surnom pour le rendre là-bas. Voilà, effectivement. Pensant vous choquer, vous l'avez intégré. Effectivement. C'est bien fait. Monsieur Kaba Mamadou Diana est en ligne. Diana, bonjour. Il est parti. Non, il est là. Diana, bonjour. Bonjour, je suis là. Vous êtes bien habillé ce matin. Je vous ai vu à la télé. Ah bon, merci beaucoup. Et je commencerai à remercier l'Africain pour cette crise. Aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans cette lancée pour réellement dénoncer certains travers de la société, à travers les livres, et inciter beaucoup de jeunes à lire, et pour être comme monsieur l'Africain. C'est normal, et nous devons tous nous mettre à la tâche et pour lutter contre certains travers de notre société à travers les livres. Et je continue encore, je vais continuer à féliciter l'élection de Macron. Mais c'est un fait politique, on ne politise pas. Hein? C'est un fait politique, monsieur Kaba. C'est normal. Ce que je voudrais dire réellement, c'est pour lancer un autre appel à la jeune africaine. Et je dis, si Macron a pu le faire en France, il y a un autre jeune qui peut le faire en Guinée. Je crois bien si un jeune arrive à conscientiser toute la jeunesse et qu'on sera mis derrière nous, je pense que les deux guerres politiques que nous subissons aujourd'hui dans notre pays, je pense que ça prendra fin. Je suis sûr et certain. Un jeune qui arrive à créer un mouvement comme ça, qui entraîne beaucoup de jeunes, et avec beaucoup de manières et beaucoup de tact, je pense que réellement, les deux guerres politiques dans notre pays, on va s'en débarrasser. Tel, je crois bien, il faut qu'on se détache de là aujourd'hui et qu'on fasse face à l'avenir de notre pays, qui nous appartient maintenant. L'avenir appartient à la jeunesse. Si un jeune de 39 ans est en France, pourquoi pas un jeune de 35 ans en Guinée? Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. C'est mieux de la jeunesse guinéenne. Diana Kaba, merci. Alpha Cabinet. Alpha Cabinet, bonjour. Bonjour, mes frères. Kouyaté? Oui, bonjour. On nous dit que vous voulez faire la même chose en 2020. Ah, rien n'est impossible. Que tout peut arriver. Je peux prédire ce qui peut arriver en 2020. Mais avec la démarche que nous faisons, tout peut prévenir en 2020. Et Marou Abakar, vous êtes plus âgé que Macron, je le pense bien. Mais aujourd'hui, un jeune de 39 ans est venu à la tête. Nous avons le même âge, hein? Exactement. Dieu merci. Donc, vous voyez, ça veut dire que même vous êtes présidentiable dans ce pays. Bien entendu, mais moi je ne suis pas en politique d'abord. Ouais, vous qui êtes politicien, parlons de vous.
Non, je ne suis qu'un observateur politique. Pour le moment, je n'ai pas les moyens de ma politique, donc je ne peux pas faire cette politique-là. Et donc, ça demande assez de moyens et des relations. Donc, je suis en train de me faire une carrière dans ce domaine. Tout peut arriver. Et donc, je me félicite de cette victoire de Macron. Et voilà, aujourd'hui, qui s'inscrit dans la même dynamique que le professeur Alpha Condé, qui d'ailleurs à Abidjan et à Meknès et en France là-bas avait dit la même chose. Le cordon ombilical dont tu fais allusion, je pense bien que Macron aussi vient s'inscrire dans cette dynamique pour dire que la France-Afrique doit aussi s'arrêter. Et vous voyez que l'Afrique doit prendre son indépendance, que vous voyez que les relations entre la France et l'Afrique doivent aller sur une nouvelle dynamique maintenant. Et donc, cette victoire de Macron vient encore renforcer les relations entre les deux pays. Voilà, Mohamed Kamara aussi est en ligne de Madina. Merci à vous, Monsieur Kouyaté. Monsieur Kamara, bonjour. Monsieur Kamara Mohamed Odem, depuis Madina. Nous vous écoutons. Je vous salue et je salue votre invité. Mais sa victoire était prévisible, Emmanuel Macron. C'est un président ouvert, contrairement à Marine Le Pen, qui voulait fermer la France contre les étrangers. C'est le cas qui s'est produit aux États-Unis. Malheureusement, M. Donald Trump a été élu par les grands électeurs, mais pas par le peuple américain. Toutes mes félicitations à Emmanuel Macron. Mais je ne peux parler de Macron sans féliciter le professeur Alpha Condé, qui a la lettre M dans sa paume. Quand il a salué Macron en France, il est passé au premier tour. Aujourd'hui, il est président. Le président Alpha Condé est un homme sans... Non, sincèrement, hein, c'est pas ridicule. Aujourd'hui, Macron est un jeune président. Et je souhaite une très bonne chance à tous les jeunes qui sont lancés dans la politique, mais qui sont capables. Pas les jeunes qui crient sur les antennes pour les jets de terre haute, non. Les jeunes qui sont qualifiés, qui sont bien formés, qui ont fait de brillantes études. On peut être président même si on n'a pas fait de brillantes études, mais quand on est bien formé et quand on a de très bonne éducation, tout est possible, car Dieu est capable de tout. Ce qui reste clair, c'est le professeur qui est censé. Dès qu'il a serré la main de Macron, aujourd'hui, il est devenu président. Que Dieu protège la guerre. Merci. Diallo Mamadou Sirajo de Flamadina. Sirajo, bonjour. Bonjour, M. Abakar Condé. Bonjour à votre invité. Maintenant, moi, d'abord, je voudrais dire personne ne peut nier qu'Alpha Condé a une chance. Et personne ne peut dire qu'Alpha Condé n'est pas un don de Dieu, mais il a été un très mauvais don de Dieu pour les Guinéens. De l'autre côté, moi, je voudrais dire, il ne faut pas que les gens fassent des amalgames. Il n'y aura jamais, plus grand jamais, un Macron à la République de Guinée. Parce que d'abord, le peuple français... Non, il n'y aura pas, il n'y en a pas eu encore. Je sais qu'il n'y aura pas d'abord parce que la majorité de la population est inalphabète. Monsieur Abakar Condé, en France, les Français votent programme et ils votent compétences et ils votent les projets de société. Aujourd'hui, vous allez voir ici des gens qui soutiennent Alpha Condé, de fait qu'ils viennent de même région, de fait qu'ils parlent une même langue. C'est pas ça la politique. Quand vous prenez leur président Kanté aujourd'hui, que les gens soutiennent, ils n'ont même pas un président, ils n'ont même pas de vice-président. Maintenant, je pense que moi, les gens doivent redescendre de ce terre et voir les réalités en face. C'est là qu'ils pensent qu'il y aura un Macron en Guinée, c'est là qu'ils pensent que le Dalen ne pourra pas accéder au pouvoir en 2020. Je vous dis une réalité. Oui, mais ça va carrément. Non, oui. monsieur Kamara, à présent. Alors, est-ce que vous voulez nous dire ici que dire qu'on peut avoir un Macron en Guinée, c'est déjà penser que Cellou Dalein Diallo ne peut pas devenir président en 2020? Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il y a des personnes qui pensent que la personne là ne pourra pas être le président de la République. Mais je vous dis, avec un cœur ouvert en 2020, rien ne l'empêchera d'accéder à la majorité suprême. D'accord, on va prendre le dernier auditeur, M. Ba Hamza de Matoutou. Monsieur Hamza, bonjour. Pour M. Condé, bonjour à M. Kamara David et bonjour à Mambi. Nous vous écoutons. Hamza Kaba. Allô? C'est Hamza Kaba. Oui. Vous allez dans votre base de c'est Hamza Kaba. Donc, je continue. Je salue Mambi et franchement, de voir le travail qu'il est en train de faire, que c'est pas encore. Voilà, puisqu'on est pris aussi par le temps, il est 10h45 ici, dans ce studio, sur ce plateau. Monsieur Magasuba, le mot de la fin. Bon, je vous remercie tous de m'avoir invité.
Et je remercie le monde littéraire guinéen qui m'a permis aussi de présenter Sadakal récemment. Je remercie tout ce qui tourne autour du livre, Monsieur Kaba, qui vient également d'appeler, que j'ai eu l'occasion de croiser une fois, qui met tout en œuvre pour que mon roman puisse se faire connaître. Et je vous remercie également. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. C'est la première. Nous estimons que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère aussi. Merci à vous, Daouda Mohamed Kamara, pour la co-animation. Merci à la technique radio et celle de la télé. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Et puisque vous l'avez compris, demain, l'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien Baouri. Baouri est vice-président ou vice-président exclu de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Avec lui, il va être question de l'évolution de la situation socio-politique du pays. Un autre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Merci encore une fois et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture.